L'IA, c'est comme Excel il y a 25-30 ans. C'est-à-dire que ça doit être adapté au poste de travail des uns et des autres. Tu déploies Excel, tu peux faire des plus et des moins bêtement dans des cellules. C'est pas vraiment ce qui va te faire gagner en productivité, voire pas du tout. En revanche, quand tu commences à adapter des formules à tes sets de data et que tu commences à faire des macros, là, tu commences à gagner pas mal de temps. Mais c'est un travail qui est finalement très individuel, qui se joue à minima au niveau d'un département, voire d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Et donc l'IA, c'est exactement la même chose. On gagne en productivité, en tout cas en productivité du quotidien, en adaptant l'IA, en déléguant ses propres tâches à son assistant IA finalement. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Quentin Guilhuy, qui est fondateur de TeamStarter, la plateforme qui part du terrain pour transformer l'entreprise en déployant l'IA là où elle a vraiment de l'impact. Et parmi ces enjeux, on retrouve ceux qui sont restés sur le quai de la gare alors que le train de l'IA file à toute vitesse. Est-ce qu'il est déjà trop tard pour passer à l'IA quand on dirige une petite entreprise, un cabinet ou une PME? Pourquoi ce choix de ne pas utiliser l'IA par certaines personnes? Mais d'ailleurs, est-ce vraiment un choix? Comment parler à ces oubliés de l'IA? C'est le sujet de cet épisode. Bonjour Quentin, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Bonjour Julien, ça va très bien et toi? Très très bien, merci. Ravi de t'avoir avec moi sur ce podcast. Alors j'aime bien en savoir un peu plus sur mes invités avant qu'on puisse vraiment parler d'IA. Quentin, tu as quel âge? Tu viens d'où? Et ils faisaient quoi tes parents? Alors petit truc, puis pour vraiment tout ça, moi je suis pas fondateur, j'ai pris la direction de TeamStarter il y a 2 ans et demi. C'est le premier truc et sinon, moi j'ai 36 ans, je viens de Dunkerque, dans le Nord et mon père il était agent EDF et ma mère elle était aide à domicile. D'accord. Donc pas spécialement grandi dans un environnement très technophile, technologique? Non, non, moi je le dis souvent, hein, je viens d'un background qui est, relativement populaire avec quelques nuances, parce que j'ai eu la chance que mon père, il reprenne un peu ses études quand j'étais gamin, assez loin de l'entrepreneuriat, assez loin de la tech, voilà, c'était pas du tout l'ambiance. D'accord. Et quand on parle d'IA justement, on a un peu l'impression que tout le monde l'utilise. Enfin, je sais pas si toi ça te fait ça quand on va sur LinkedIn, on a l'impression qu'on est tous à fond, qu'on a tous des tonnes de choses à raconter sur l'IA, mais on vit aussi un peu dans nos bulles informationnelles. Toi qui es en contact avec des entreprises au quotidien, qu'est-ce que tu observes sur le terrain? C'est quoi un peu le retour, l'état d'esprit des personnes avec qui tu parles dans les entreprises? Alors je pense que maintenant, une grande partie des entreprises l'utilisent de manière très dégradée, Mmh. c'est-à-dire vraiment, moi, j'ai souvent tendance à dire comme un super Google, de manière assez peu coordonnée, hein. Il y a encore énormément de shadow AI, énormément de shadow AI et quand je dis ça, c'est j'ai pas de stats officielles, il faudrait que je regarde, mais franchement, je pense que c'est 50 des entreprises auxquelles je parle Alors, aujourd'hui. Shadow AI, juste pour expliquer, c'est l'utilisation de l'IA sans cadre, clair, du service IT, par exemple? Ouais, avec les versions gratuites même, hein, les versions grand public de ChatGPT, ce genre de choses, donc c'est désastreux pour un certain nombre de raisons, quoi. Mmh. Et donc avec une utilisation qui est très, très peu élaborée de la part des entreprises, même quand elles ont déployé une IA. On est vraiment sur du basico-basique quand tu as une question, au lieu de la poser à Google, tu vas la poser à, ChatGPT ou au Copilot et ça va t'aider aussi à mieux rédiger tes emails un peu plus rapidement, mais ça s'arrête là. On est très, très loin de ce qui est réellement capable d'accomplir ton assistant IA dans ton quotidien. Il y a de grandes disparités. Et comment tu l'expliques ça? Est-ce que, les personnes avec qui tu traites, donc les PME, les ETI, les cabinets, les indépendants, sont peut-être ont un niveau de maturité moins élevé en matière d'intelligence artificielle, ne comprennent pas forcément ces systèmes? Ouais, je pense qu'il y a un il y a un il y a on est chacun dans un microcosme. Tu l'as un peu expliqué avec, ton LinkedIn. C'est-à-dire que nous, quand on regarde LinkedIn, on est abreuvé de choses sur l'automatisation, on est sur des choses même assez avancées, de prospectives. Heu, le tissu économique, de la France, c'est principalement des PME, ETI, Mmh. qui font des choses évidemment très, très terre à terre. Ça vaut pas que pour la France, hein, je pense que c'est n'importe quel tissu économique. Ils passent pas leur temps sur LinkedIn les gens, ils ont, bien d'autres choses à faire. Et en fait, ils ne savent principalement que ce que les médias leur en disent. Et en fait, les médias, ils parlent principalement de prompting. C'est un peu ce qu'on voit, dans les médias. D'ailleurs, on en entend un petit peu moins parler,
finalement de l'IA au quotidien. Il y a eu cette énorme vague médiatique il y a 2 ans. Maintenant, on l'entend un petit peu en filigrane, mais on rentre pas concrètement dans ce que peut accomplir l'IA dans ton quotidien. Heu, donc ce qui fait que, bah, les gens se sont limités à ce qu'était l'IA il y a 2 ans. Et l'IA il y a 2 ans, bah, c'était ChatGPT qui arrivait en force, ne serait-ce que en termes de marketing, hein, en termes de com, et ChatGPT, c'était du prompting à l'époque. Les gens sont pas allés beaucoup plus loin. Donc là où les experts aujourd'hui parlent d'agents, de vibe coding, toi, ton public, on en est encore au balbutiement, aux premiers usages en fait, hein, de l'IA? Il entend parler d'agents, mais il se sent pas vraiment concerné. OK. C'est vraiment ce qui me frappe. Heu, J'entends encore des choses, il faut s'imaginer, et de manière très régulière, comme l'IA, c'est pas pour nous. Alors que l'IA, à partir du moment où tu as une personne qui bosse sur un ordinateur dans ton entreprise, a priori, c'est au moins pour elle. Et donc en fait, tu as un sujet où, ouais, cet investissement au moins en temps, parce qu'en argent, à l'échelle d'une boîte, est-ce que c'est vraiment, si important? En tout cas, tu peux en ga il y a des méthodes pour en garder le contrôle, quoi. Mais cet investissement, il est jugé comme non prioritaire, cet investissement en temps, parce qu'on comprend pas exactement ce qu'on va tirer comme bénéfice d'une implémentation, j'allais dire intelligente, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas, d'une implémentation un peu plus poussée de l'IA dans une organisation. Mais les gens ne savent pas. Quand tu parles des oubliés de l'IA, on parle de qui concrètement? Tu peux donner quelques exemples? Pour moi, tu es vraiment sur le tissu économique français, traditionnel, c'est-à-dire l'extrême majorité des entreprises, qui sont des entreprises de 0 à 200 personnes, en dehors de Paris, pour faire, simple, et des grandes villes, et encore, vraiment Paris, c'est un microcosme assez particulier parce que la scène tech française est quand même assez centralisée sur Paris, même si ça a tendance à changer, elle est quand même assez fortement centralisée sur Paris. Et donc ça va vraiment être tous ces, patrons, patronnes de PME, ETI, des entreprises traditionnelles. Donc en fait, tout ce qui n'est pas start-up, ESN et cabinet de conseil, grosso modo, et tu tombes très, 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 très vite, ne serait-ce que dans ton cabinet d'expertise comptable, dans ton usine locale, dans ton asso, hein. C'est hyper intéressant aussi d'aller voir les assos sur l'IA. On voit qu'on est sur une utilisation très, très faible, encore une fois, de l'IA, pour pas dire inexistante. Et est-ce que ces organisations n'utilisent pas l'IA par conviction? Je sais pas, sociale, environnementale, et cetera? Ou alors est-ce qu'il y a autre chose derrière? Il y a des blocages, un manque d'intérêt? Comment tu expliques justement ce décalage? Moi, je pense que ces convictions sociales et environnementales, elles sont, c'est des fausses excuses, et qui étaient peut-être vraies il y a 1 an, qui le sont plus aujourd'hui. Moi, il y a un truc qui me frappe, par exemple, c'est qu'on a pas mal de clients dans l'écologie, et en fait, même ces boîtes-là qui sont concernées, attention, hein, qui se posent les questions, qui ont un usage raisonné de l'IA dans leur quotidien, dans leur charte, et cetera, elles passent quand même à l'IA. Et je te parle de gens qui sont assez, hardcore dans, dans ces sujets-là, dans leurs convictions, et professionnelles et personnelles, hein, en tant que patron et citoyen, finalement. Donc ils sont extrêmement sensibilisés à ces sujets-là, et même eux vont y passer. Et même eux sont en train d'y passer. Donc je pense qu'il y a eu ces peurs. Elles existent encore, mais pour moi, c'est un peu des anxiétés qui empêchent un peu les comex d'avancer, mais qui sont pas vraiment des réels freins au déploiement de l'IA. Et pour moi, il y a plutôt un côté qui a énormément de questions, et dont ces questions-là, que les entreprises se posent en voulant implémenter l'IA, et en fait, tout simplement, elles savent pas par où commencer, et elles savent pas quel résultat aller chercher. En gros, elles savent qu'il faut implémenter de l'IA. Elles savent que l'IA, c'est important, mais c'est à peu près tout ce qu'elles savent. Pourtant, dans ces entreprises, il y a quand même souvent un directeur informatique, il y a quand même une infrastructure, souvent Microsoft, du coup, SharePoint, Copilot, et cetera. Ça veut dire quoi? C'est pas un sujet informatique finalement, la question de l'IA? C'est un sujet, CEO, PDG, ou COMEX, Alors moi, ma conviction, c'est que c'est même un sujet RH, l'IA, d'une certaine manière, où c'est un sujet d'opération, de management. C'est moins un sujet de SI, en effet. Une fois que tu as déployé tes licences à peu près convenablement, bon, la réalité, c'est que après, c'est un usage qui va beaucoup se jouer au niveau de ton collaborateur, ou de tes départements, finalement, plus qu'au niveau de la SI. Mais finalement, le problème, c'est qu'il y a un nombre de questions à dépiler
quel est mon niveau, d'investissement? C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à mettre de l'argent? Est-ce que je suis capable de m'imaginer le résultat que je vais obtenir? Et ça, c'est un premier blocage Mmh. très, très fort. C'est en gros, tout simplement, hein, quel est le ROI attendu? Et en fait, ces entreprises, elles ont du mal à le définir. Et à côté de ça, elles entendent beaucoup que les coûts vont augmenter, que, les tokens, ça coûte cher, qu'on a du mal à garder le contrôle et elles se disent: «Mais moi, je sais pas comment garder le contrôle, donc j'ai peur de rendre mon entreprise dépendante de quelque chose dont je peux perdre le contrôle». Ça, c'est le premier point. En France, on a d'énormes peurs sur tout ce qui va toucher et il y a d'énormes confusions, ça je le vois honnêtement dans 90 des entreprises avec lesquelles je parle. Une confusion entre RGPD, sécurité et souveraineté. Mmh. C'est ultra impressionnant. C'est-à-dire que les gens, parce que les médias en parlent beaucoup, les politiques en parlent beaucoup, entendent finalement un gros enjeu sur la souveraineté qu'on va confondre avec les enjeux de sécurité, c'est-à-dire où partent mes données. En fait, bah, tes données, normalement, elles sont, à partir du moment où tu as une licence payante, elles sont plutôt sécurisées. En tout cas, elles sont pas moins sécurisées que quand tu mets tes données sur Google Drive, grosso modo. Et le problème, c'est qu'en fait, on confond, ces enjeux de sécurité avec des enjeux de souveraineté, c'est-à-dire, bah, où est-ce que mes données sont stockées, qui va pouvoir y avoir accès, qui sont des données normalement qui nous concernent déjà depuis la nuit des temps d'internet. C'est-à-dire que bon, bah, les Américains sont extrêmement leaders sur, internet et malheureusement, bah, ou enfin, en tout cas, c'est pas vraiment le débat du jour, mais en tout cas, bah, la réalité, c'est que oui, il y a un sujet de souveraineté globale dans l'informatique, y compris, évidemment sur l'IA, qui n'y échappe absolument pas, même si on a des acteurs français comme Mistral qui sont, qui proposent des solutions alternatives, bien entendu. Mais cette question-là, elle est ultra présente. Alors, je reviens sur ce que tu disais. Pour toi, l'IA, c'est un sujet RH. C'est pas un discours que j'entends très souvent, et je me dis que les DRH qui nous écoutent, ils doivent se dire: «Waouh, pourquoi moi? Pourquoi je me récupère ça alors que j'ai déjà à gérer, je sais pas moi, les formations, l'évolution des carrières, les conflits sociaux, la paye, machin, le recrutement et cetera». Et c'est un sujet de change, c'est un sujet de change, c'est bientôt un sujet de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, puisque les emplois vont évoluer avec l'IA, qu'on le veuille ou non. Donc en gros, c'est évidemment un sujet RH dans le sens où c'est un sujet d'adoption beaucoup plus de techniques d'évolution des façons de travailler dans une organisation. Donc c'est à minima un sujet de management et c'est potentiellement un sujet de RH, ouais. C'est pas un sujet technique. Je veux dire, toi comme moi, on passe pas mal de temps sur, nos IA respectives. Heu, Franchement, ça ne demande aucune compétence technique, en tout cas dans un premier temps. Ensuite, il y a des enjeux d'architecture de ton IA, il y a des enjeux quand même de bien la nourrir, il y a des enjeux qui sont quasiment plus de la gouvernance dans une orga. Pour mettre le pied à l'étrier, comme là, c'est un peu moi ce que je demande au tissu économique français, heu, faut quelques licences, brancher ton drive, et développer quelques agents, quoi. Et ça demande pas énormément de compétences. Quand on préparait l'émission, Quentin, tu me disais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont testé, dont des PME et des ETI, qui ont testé ChatGPT en 2023 quand c'est sorti en gros, qui ont été un peu déçus, qui sont passés à autre chose et du coup la question que je me pose, c'est est-ce qu'on les a déjà perdus? Est-ce que c'est difficile de faire revenir justement ces entreprises qui ont testé les premières versions, quand on sait à quel point ça évolue vite et que toutes les semaines ou tous les mois, tu as des nouvelles versions et tu as des nouvelles évolutions? C'est un sujet, alors évidemment, normalement qui est pris à bras le corps par certains comex en tout cas, en se disant: «Bon bah OK, j'y retourne une fois de plus parce que, bah, je fais mon devoir de 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 veille en tant que comex pour la compétitivité de mon entreprise», on va dire. Mais c'est un sujet quand même qui revient beaucoup. C'est-à-dire que dans les conversations, on entend beaucoup: moi, j'ai testé l'IA, je l'ai pas trouvé fiable. Je ne pense pas, que mes collaborateurs seront, avec toute la condescendance de la chose, mais, seront, capables, d'avoir un regard critique sur ce que va leur donner l'IA. Or, l'IA fait beaucoup d'erreurs quand moi je teste de mon côté. Ce qui sous-entend pas mal de problèmes, hein. Ça sous-entend justement des problèmes, de la manière dont ils vont nourrir leur IA, la manière dont ils vont la configurer. Ça va poser pas mal de problèmes sur la manière dont ils promptent ou ne promptent pas bien justement, dans leur orga. Mais en tout cas, comme ils ont été confrontés une première fois à ces sujets-là, en effet, il y a un déficit de confiance vis-à-vis de l'IA et malheureusement, les gens sont en train quand même, hein, d'aller dans le bon sens, mais leur comeback est beaucoup moins rapide que l'évolution de l'IA finalement. C'est-à-dire que maintenant, c'est quand même beaucoup plus fiable et ça l'est depuis quand même quelques mois.
et en fait, ils sont encore un an en arrière. Et c'est quoi la solution pour accompagner ces équipes à mieux utiliser l'IA? Est-ce que ça passe quoi? Par de la formation? Est-ce que, tu déploies un consultant une semaine en entreprise et puis il va te dire quoi faire? Comment est-ce que tu accompagnes ce changement? Là, pour le coup, c'est vraiment une philosophie de notre entreprise, hein, chez Teamstarter de manière générale, c'est cette, capacité, à aller au plus proche du terrain. L'IA, c'est comme Excel il y a, 25, 30 ans, c'est-à-dire que ça doit être adapté au poste de travail des uns et des autres. Tu déploies Excel, tu peux faire des plus et des moins, bêtement dans des cellules, c'est pas vraiment ce qui va te faire gagner en productivité, voire pas du tout. En revanche, quand tu commences à adapter des formules, à tes sets de data et que tu commences à faire, des macros, là, tu commences à gagner pas mal de temps. Mais c'est un travail qui est finalement très individuel, qui se joue à minima au niveau d'un département, voire d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Et donc l'IA, c'est exactement la même chose. On gagne en productivité, en tout cas en productivité du quotidien, en adaptant l'IA, en déléguant ses propres tâches à son assistant IA finalement. Et donc ça demande un travail qui est pas si évident, qui demande un petit peu de formation, mais qui demande surtout beaucoup de main dans le cambouis, qui est de réussir à identifier les tâches délégables à l'IA, d'une certaine manière, et ensuite de créer le bon skill, le bon GPT, le bon, game, le bon agent, le bon petit, pour déléguer effectivement cette tâche à l'IA. Nous, notre philosophie, c'est que ça passe vraiment par des ateliers terrain et un accompagnement sur le Est-ce terrain. que tu as déjà rencontré, le CFO, le directeur financier qui vient de dire, «J'ai déjà investi dans le cloud, on a déjà investi dans, du Microsoft ou du Google Workspace et cetera». À chaque fois, on rajoute des coûts. On ne sait pas vraiment si on sauve, si on économise de l'argent et là, tu me demandes de rajouter encore une couche avec de l'IA, avec en plus des coûts qui sont difficiles à prévoir parce que selon la consommation, ça peut coûter plus ou moins cher. Est-ce que, tu as un peu des fois ce discours de la part des directions financières? Énormément, et j'ai aussi pas mal, par exemple, c'est assez rigolo, de projets qui sont, parfois dépriorisés au profit d'un, projet de changement de d'ERP, par exemple. Hem, Ça, je pense que ça vient d'un traumatisme de l'industrie du SaaS, dont moi j'ai fait partie, évidemment, sur mes 10 dernières années de carrière, hein, mais où on a verticalisé les solutions et on a pas mal empilé les solutions dans les organisations. Et donc, il y a une vraie difficulté parce que finalement on paye toujours des licences dans la tête d'un CFO, hein. On a de vraies difficultés à comprendre le rôle transverse de l'IA dans une organisation justement. Qu'en fait, on n'est pas en train de mettre des solutions à côté quand on déploie l'IA, on est en train de faire gagner en productivité, pour ainsi dire, l'ensemble de ses collaborateurs munis d'un PC ou d'un téléphone, quoi, de manière totalement transverse. Donc en fait, on n'est pas du tout sur la même mécanique, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux, mais les lignes de coûts se ressemblent vachement avec des coûts logiciels, et donc il y a cette grosse difficulté, en effet. Mmh. Et on peut ajouter à ça, au fait que l'IA, elle a extrêmement évolué, qu'elle ne permettait pas un niveau de personnalisation aussi fort qu'elle ne le permet maintenant, en B2B. Ce qui fait qu'en effet, elle était pas toujours très pertinente. C'était très difficile. Bah, par exemple, on pouvait pas construire de skill il y a quoi? Il y a 9 mois, grosso modo. Et donc c'était beaucoup plus difficile de faire de l'IA en B2B de manière, propre, que ça ne l'est depuis, 6-9 mois maintenant. Et donc en fait, on avait cette peur plus ou moins légitime de manque de ROI qui en plus, lui, a pas mal buzzé dans les médias. Qui était: «Bah oui, j'ai déployé de l'IA, mais je vois pas de ROI», ce genre de choses, et donc les CFO avaient tendance à retenir un petit peu les gens en leur disant: «Mais attendez, mais on déploie de l'IA, mais on la déploie», et c'était une bonne question, on la déploie pourquoi? Mmh. Et ça revient à notre conversation initiale qui est que les gens, ils savent pas vraiment quoi attendre de l'IA. Ils savent qu'il faut déployer de l'IA, donc ils ont déployé des licences, et au bout d'un moment, ils se disaient: «Mais en fait, à quoi elles m'ont servi?» Et ils avaient pas forcément la réponse. Donc voilà, il y a ce double problème finalement, cette comparaison, cet achat en mode SaaS de quelque chose qui est pas du tout du SaaS, d'une certaine manière. Et puis il y a toujours ce sujet du ROI, de finalement pourquoi j'ai déployé l'IA dans mes départements, et tu te rends compte qu'il y en a assez peu qui ont la réponse. Et ça, c'est lié au cas d'usage, c'est lié effectivement à identifier les cas qui apportent de la valeur, quand tu utilises l'IA. Comment est-ce que tu fais pour repérer les bons cas d'usage? Tu le disais, c'est très, individualisé, ça dépend du département, voire du collaborateur.
Les entreprises n'ont pas forcément de data scientist, elles n'ont pas d'équipe R&D, elles n'ont pas d'équipe innovation, en tout cas les PME et certaines ETI. Comment est-ce que toi tu arrives et tu dis: «Bah, ça, c'est le cas d'usage prioritaire, ça, c'est à traiter en deuxième, en troisième, et cetera»? Bah, en fait, il y a différents types de cas d'usage avec différents enjeux. Même ceux qui ont un département R&D ou innovation, sont concernés par une approche bottom-up. Parce qu'encore une fois, faut pas confondre, si on essaie de faire une analogie, le lancement, d'un logiciel, d'un ERP, avec le fait d'adapter tes formules Excel et tes macros. Mmh. Et en fait, c'est un petit peu la même chose avec l'IA. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment 2 types d'IA. Il y a l'IA qui est assez verticale, métier, qui va en fait toucher des pans assez larges de ton business, qui sont plutôt des choses à déléguer à une ESN ou à ton équipe R&D, en gros. C'est un peu ce qui a été tenté avec, qui avait pas mal buzzé pendant un temps où tu vas, déléguer ton service client à une IA, par exemple, si on prend vraiment l'exemple un peu grotesque, quoi. Mais là, bah, pour moi, c'est honnêtement, hein, c'est de la SI, à la papa où, va falloir, un joli cahier des charges, sortir, la batterie de développeurs et être parti sur un cycle qui va durer des mois, voire des années. Il y a une IA complètement opposée à tout ça, qui est celle que nous, on regarde et qui est sans doute celle en termes de facilité de mise en marche et aussi de ROI et largement la plus efficiente, qui est celle de la productivité du quotidien. C'est celle de dire: «OK, quelles sont toutes les micro-tâches dans les boulots de mes collaborateurs, collaboratrices qu'on va pouvoir déléguer à l'IA?» En fait, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ateliers d'idéation. On appelle ça des ateliers d'idéation. En fait, on va tout simplement demander à tes collaborateurs: «Qu'est-ce qui te prend du temps dans ton quotidien?» Et nous, ce qu'on va aller chercher en priorité, c'est les tâches qui prennent évidemment beaucoup de temps à beaucoup de gens de manière fréquente. Et ces tâches-là, on va en tout ou partie les remplacer en quelque sorte par des agents, par des skills, qui vont être construits par, tes collaborateurs. Parce qu'il y en a tellement dans une organisation qu'il faut surtout pas déléguer ça à un organisme tiers. Ce serait de la folie pure. Nous, en fait, on est là heu, les empower, enfin, pour pas utiliser d'anglicisme, leur donner la capacité à terme et très rapidement, on peut ainsi dire dès le début, de construire les bonnes réponses IA à une tâche répétitive dans leur travail. Mais Quentin, tu connais l'expression, sans doute, garbage in, garbage out, c'est-à-dire de la qualité des données et de leur bonne organisation dépend les résultats que tu obtiens de la part d'une IA. Si tu arrives dans un service marketing, communication, finance, RH ou autre, et que les données sont en vrac, tu en as dans Notion, dans Excel, dans SharePoint, dans Drive, peut-être il faut peut-être commencer par là avant pour identifier les bons cas d'usage. Enfin, je veux dire, comment tu arrives toi? Est-ce que tu regardes d'abord l'input, la qualité des data et comment elle est organisée? Ou est-ce que tu te lances direct sur un cas d'usage, Non, il faut se lancer tout de suite sur un cas d'usage, mais parce qu'encore une fois, c'est là où l'IA, en fait, elle vient remplacer les tâches qui sont exécutées par ton collaborateur ou ta collaboratrice. Et en fait, c'est aussi intéressant de parfois de cleaner la data à la place de ton collaborateur ou ta collaboratrice. Si quelque chose de chronophage, c'est toutes les semaines de remettre en ordre un fichier Excel de la même manière pour en tirer la bonne donnée, c'est peut-être intéressant quand même d'apprendre à l'IA à remettre en ordre ce fichier Excel, tu vois, d'une certaine manière. Et donc, de toute façon, l'IA, et c'est là où il faut jamais se tromper, n'est pas forcément là, en tout cas à court terme, pour remplacer ton collaborateur sur l'ensemble d'une tâche. Et c'est pour ça que souvent je dis, c'est vraiment, on va IAiser des tâches en tout ou partie. Et en fait, c'est souvent en partie. C'est-à-dire qu'on va aller aider les collaborateurs, collaboratrices à décomposer les choses pour dire, bon, on va par exemple, si tu as, 3 sets de données qui sont, un peu disparates, que tu as tendance à cleaner, bah, tu vas peut-être apprendre à l'IA à les cleaner, une bonne fois pour toutes à chaque fois que tu leur demandes, ou d'abord tu vas le faire avant de nourrir l'IA, mais de toute façon, tu le faisais déjà pour faire ensuite le travail manuel derrière, Mmh. tu vois? Donc en fait, il y a vraiment cet enjeu d'identifier tout ou partie des tâches sur lesquels tu vas faire intervenir l'IA. Et donc, si ta data, elle est pas très clean, la réalité, c'est que peut-être que ton collaborateur, ta collaboratrice va continuer de cleaner cette data à la main. Dommage, mais au moins tu l'auras identifié. Mais par contre, que la présentation PowerPoint qui vont te sortir en reporting 2 fois par mois, celle-ci, elle va être automatisée une fois qu'il aura cleané la data. Et donc, ils vont gagner peut-être 3 quarts d'heure de mise en place des slides, par exemple.
Donc moi j'ai plein de skills, à titre perso, c'est pas bien, mais qui fonctionnent sur des copies écran un peu crades, hein. Et l'IA, bah, moi, elle me rend vachement service parce que, limite, ça me si je fais une copie écran parce que ça me prend moins de temps que de d'uploader, différents fichiers et l'IA, elle me sort un résultat tout à fait convenable. Est-ce que tu peux me partager, un cas d'usage qui a été un grand succès, qui a vraiment cartonné chez un de tes clients, par exemple? Et aussi un cas, je serais intéressé pour un cas où l'IA finalement n'a pas été nécessaire et après avoir, testé, expérimenté, vous vous êtes dit: «Bah non, en fait, l'IA n'apporte pas de valeur sur ce cas précis, on passe à autre chose». Je vais t'en donner un, qu'on a mis en place chez nous et qui est, pour ainsi dire, chez tous nos clients, on a des commerciaux. Moi, que je trouve fantastique, c'est l'email automatique de, follow-up d'un prospect, Mmh. suite à un call. En fait, on a appris à l'IA, en fonction de la conversation qu'on a avec le prospect, qu'on record avec, Read AI en l'occurrence, heu, de faire un email de follow-up assez standardisé avec certaines zones qu'on lui demande de personnaliser en fonction de ce qui s'est donné dans la conversation. On a lié à nos contre-arguments et cetera, nos enjeux d'objection en lui disant bien: quand le client, le prospect, avait des objections, il faut y répondre à tel endroit, de telle manière, en allant chercher à tel endroit et cetera. Donc ça nous pré-rédige un email de follow-up qui nous prenait à peu près 3/4 d'heure à rédiger parce qu'on est des gens sérieux, qui nous prend maintenant à peu près 3 minutes, heu, pour donner un exemple concret. Alors, j'ai vraiment peur de tomber dans les clichés et tu me pardonneras si c'est le cas, mais je me dis, chez ces oubliés de l'IA, est-ce qu'ils ont, du Google Meet avec un outil de transcription automatique derrière? Ou est-ce qu'ils sont encore juste au téléphone à l'ancienne pour faire, leurs appels commerciaux? Et auquel cas, c'est hyper compliqué parce que tu peux pas connecter un système, transcription IA sur un téléphone. Ça dépend de ton client. Tu as quand même une intégration de Teams maintenant qui fait que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont en visio et puis tu as le télétravail qui a fait que et donc au pire, on a des choses à leur conseiller, voilà. Mais dans l'ensemble quand même, tu as dans ton équipement, maintenant tu as les CRM en plus qui sont assez bien, pluggés à pas mal de choses qui font plutôt pas mal le boulot. Après oui, hein, parfois je parle à des gens qui font encore leur planning sur du papier, mais même là, c'est intéressant de se rendre compte Mmh. que tu peux apprendre à l'IA avec une photo de ton planning digitalisé à créer un vrai fichier Excel avec le vrai planning. C'est ça qui est hyper intéressant et que tu vas envoyer par email, alors qu'avant tu l'envoyais pas par email. C'est vraiment là où l'IA elle est intéressante et où il faut aller sur le terrain pour comprendre quelles sont les tâches réelles des gens, pour comprendre que quand ils font leur planning à la main, ensuite, il faut aussi aller le distribuer à la main. Donc de comprendre comment est-ce qu'on fait gagner, peut-être pas la façon dont on fait le planning à la main, mais la manière dont on le distribue grâce à l'IA. Tu vois, c'est là où l'atelier terrain, il est indispensable pour faire gagner du temps. Et là, je te parle, tu vois, l'idée du planning, c'est c'est 1 heure par mois. Donc c'est 12 heures d'un de tes collaborateurs. C'est énorme dans la vie d'une boîte si tu arrives à le répliquer sur plusieurs départements. Donc on parle planning, on parle, appels commerciaux. Un dernier exemple qui fonctionne bien avec l'IA que tu développes? Ouais, tu là, je vais te prendre un exemple assez générique, mais tout ce qui est automatisation de reporting de manière générale, reporting récurrent, c'est génial d'aller te faire, alors ça maintenant, il y en a beaucoup qui nous attendent pas pour le mettre en place, mais vraiment si on parle des gens qui n'ont pas, qui sont les oubliés de l'IA, hein, qui sont encore une fois, une grande partie du tissu économique. Ah voilà, quand, tu as, des actionnaires ou un conseil d'administration, ce genre de choses et que, bah, tu es un entrepreneur sous l'eau et tu leur envoies jamais de reporting ou pas suffisamment, tu le sais très bien. Mais en fait, l'IA va te permettre de le faire quasiment automatiquement et de faire une des tâches que tu regrettes de ne pas avoir faites, voilà. Et de toute façon, avant de passer à l'exemple de ce qui a pas marché, parce que j'en ai un qui est pas mal, hem, l'IA, nous, on a remarqué un truc chez nos clients, c'est qu'en gros, ça te fait baisser de 20-25 ta charge de travail et ensuite ça te permet de faire 20 à 25 de tâches en plus que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais faites par manque de temps. D'accord. C'est vraiment d'abord ça te fait descendre ta charge de travail et ensuite tu dis: «OK, génial, qu'est-ce que je peux faire que j'avais pas le temps de faire avant?» Par exemple, moi je vois plein de skills de veille chez mes clients qui sont des choses que, on a fait un webinaire récemment avec une RH. Elle disait: «Moi j'avais jamais le temps de faire ma veille juridique, ma veille, juridique et sociale. En gros, je me suis créé un skill et maintenant j'ai le temps de faire ma veille juridique et sociale. J'ai jamais eu le temps de ma carrière».
Et donc on lui a fait gagner un peu de temps sur des tâches répétitives et puis, bah, elle a créé ensuite des choses qui lui permettent de faire des choses qu'elle n'avait pas qu'elle avait dans sa fiche de poste, mais qu'elle n'avait pas le temps de faire. Et ça, c'est hyper parlant dans des organisations de petite et moyenne taille, parce que par définition, on a tous des contraintes de temps, parce qu'on est des petites organisations. On est tous plus multitâches que dans des plus grosses orgas, évidemment. Et donc cette contrainte de temps, elle est hyper importante, dans la compétitivité des entreprises. C'est pour ça, moi, que j'ai un peu ce combat sur les oubliés de l'IA. Parce qu'en fait, derrière ça, c'est un sujet de compétitivité. Tu s Ton tissu économique sera plus compétitif s'il utilise bien l'IA ou au contraire, il le sera moins par rapport à, d'autres pays où ils auront implémenté l'IA de manière beaucoup plus massive. Ça, c'est ultra important. Si on devient tous 1,3 fois plus productifs dans les 2 prochaines années, a priori, on sera à minima au niveau des Allemands et des British si jamais ils font comme nous, et s'ils sont en retard par rapport à nous, bah, on gagnera 10 de productivité. Et honnêtement, c'est pas si caricatural ce que je suis en train de dire. Tous les gens qui commencent à être bien assistés par des agents dans leur boulot du quotidien mesurent à peu près une journée de productivité supplémentaire sans pour autant bosser plus. Moi, c'est vraiment ce que je vois partout. Si demain je te coupe ton accès à Claude, Gemini, ChatGPT, j'imagine que tu serais bien embêté? Ouais, bah, je repartirais comme avant. Je repartirais comme avant. Il y a des tâches que je procrastinerais un peu plus. Je mettrais plus de temps à envoyer mes emails, à, mes clients prospects. Mon reporting, il serait un petit peu moins quali, mais c'est-à-dire au niveau d'avant. J'aurais en plus, j'aurais la frustration de savoir que je pourrais le faire et que je peux pas parce que tu me coupes l'accès. Mmh. Mais bien sûr que je serais un peu embêté, ouais. Et pour revenir sur l'exemple du cas d'usage où tu dis: «On va le mettre de l'IA» et en fait, bah, ça a servi à rien, je serais assez curieux de savoir un peu à quoi tu penses? Alors moi, j'en ai un super où, c'est moi qui ai voulu le créer dans ma boîte. Il y a un truc qui m'embêtait comme pas possible, c'était la synchronisation d'agenda dans l'organisation. Notamment quand je suis avec un client, que je suis en train de signer et on est directement en train de se dire: «OK, on fait la date de kick-off à tel moment, tatati tatata, donc il faut que je trouve la bonne personne aux opérations chez moi pour lancer le client». Mais, bah, je suis pas exactement dans sa tête, je connais pas exactement toutes ses contraintes, même si j'ai accès à son agenda et puis il y a cette personne, mais il faut aussi que mon commercial soit là, enfin bref. Faut synchroniser trois quatre agendas en fonction de et puis évidemment celui de mon client. Et donc je m'étais dit: «Bah, je vais créer un skill, un petit agent, qui va, je vais lui donner quelques contraintes de date et puis il va me trouver, les agendas qui conviennent le mieux et puis je vais pouvoir proposer 3 dates à mon client». Et je me suis dit: «Bah, c'est génial, c'est une bonne idée, ça va super bien marcher». Et en fait, ça a pas marché parce que l'IA est beaucoup plus lente que toi à aller synchroniser ses agendas. C'est-à-dire que, ce qui se passe dans la réalité, encore une fois, d'où l'intérêt de l'atelier terrain, c'est que dans la réalité, tu peux pas préparer à l'avance la date de kick-off. C'est ton client qui te donne ses contraintes. Donc c'est quelque chose sur lequel tu peux pas vraiment préparer l'IA. Et tu sais pas non plus que ton client, enfin, t'espères pour certains meetings, mais que ton client va vraiment te dire: «OK, top là, on se lance dans 2 semaines, tatati tatata». Et donc ce qui fait que je peux pas pré-paramétrer mon IA, je peux pas la faire réfléchir avant mon rendez-vous, grosso modo, parce que je connais pas les contraintes de mon client, je connais pas sa date prévisionnelle de lancement. Ça, c'est mon premier problème. Et donc, il faut que je tape mes contraintes à mon IA, que je lui donne, et ensuite, en fonction de la skill que je lui aurais apprise, elle va me sortir les meilleures personnes avec les meilleurs créneaux. Sauf que ça, en fait, ça lui prend 2 minutes. Mmh. Et que ces 2 minutes, elles sont beaucoup trop longues par rapport à, l'esprit conversationnel de ma relation avec mon client dans ce moment du meeting où je suis en train tout simplement, de closer mon deal. Donc il vaut beaucoup mieux pour moi ouvrir les agendas, faire un partage d'écran, lui dire: «Bon, bah, regardez, voilà les contraintes de mon équipe, où est-ce qu'on peut se placer?» plutôt que de demander à l'IA qui va me donner des dates qui seront pour X raison pas forcément toujours précisément bonnes pour mon client et je vais pas m'en sortir. Donc il vaut encore mieux le faire moi-même. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça soulève aussi la place de l'humain dans tous ces process qui peuvent être automatisés avec l'IA. Est-ce que c'est un sujet qui revient dans tes conversations avec tes clients? La place de l'humain, la recherche de sens, les choses vraiment, émotionnelles que l'IA ne peut pas faire ou comprendre? Alors et c'est vraiment pas du marketing, quasiment jamais. Quasiment jamais. En fait, c'est quelque chose que je vois dans les conversations préliminaires avec les comex, qui vont se poser ce genre de questions, en gros, en anticipant les angoisses de leurs équipes et en fait, nous, on a une approche de l'IA qui est tellement pragmatique
ancré dans le quotidien, de leurs collaborateurs, que les collaborateurs ils se posent pas vraiment la question. En fait, qu'est-ce qu'ils font les collaborateurs quand on va en atelier? C'est qu'ils nous donnent les tâches qui les enquiquinent depuis des années en disant: «Bah, est-ce que vous pouvez m'aider à me débarrasser de ce truc, quoi?» Tu parlais de cleaning de data, on a tous eu dans nos boulots un moment ou à un autre, des choses à rentrer à la main, à comparer à la main, et cetera, qui nous prenaient 1 à 2 heures par mois, par semaine. C'est les choses sur lesquelles les gens se jettent, ces cas d'usage. Et donc quand ils comprennent que l'IA, ça va leur retirer une partie de leur boulot qu'ils n'aiment pas, Mmh. je peux te dire que les angoisses sur le rôle de l'humain, ils passent bien après. Et nous, en fait, on n'est pas dans de l'IA, qui va remplacer l'humain. Nous, on fait de l'IA qui assiste l'humain, qui travaille sous contrôle de l'humain, mais on crée pas des agents autonomes qui prennent des décisions à la place de l'humain. C'est pas du tout notre métier, c'est pas du tout notre façon d'implémenter l'IA dans les organisations. Nous, on est là pour faire prendre des raccourcis, sécurisés finalement, dans les tâches que tu exécutes au quotidien. Mais c'est pas quelqu'un qui travaille à ta place, c'est quelqu'un qui te permet de prendre des raccourcis finalement. Et ça, les gens aiment beaucoup. Comment une entreprise, un dirigeant qui nous écoute peut, un peu s'auto-évaluer pour définir s'il est un oublié de l'IA ou pas? Est-ce que, tu as une méthodologie, je sais pas, qui consiste à dire, «Si j'ai pas tel outil ou si je fais pas telle chose, bah, peut-être que je suis déjà en retard par rapport à mes concurrents»? C'est quoi les deux trois points vraiment, les signaux importants à identifier, à évaluer? Bon, les questions à se poser, c'est: est-ce que j'ai déployé une IA d'entreprise? Hein, en gros, est-ce que je paye des licences? C'est-à-dire pas que, Copilot version gratos, voilà, est-ce que vraiment je paye des licences? Ça, c'est le premier truc. Est-ce que moi, en tant que dirigeant, je fais bosser plusieurs fois par semaine l'IA sur des tâches récurrentes à ma place? Je te parle pas vraiment de prompter, je parle vraiment est-ce que, quand je lui dis de faire ça, elle me le fait de façon correcte? Et est-ce que mes équipes font ça également à un niveau qui n'est pas limité à quelques geeks? En gros, ça va être les 3 questions dans cet ordre-là à se poser. En gros, est-ce que j'ai l'IA qui me permet de le faire? Est-ce que moi-même j'ai compris, quand je l'utilise moi-même normalement, c'est que j'ai compris ce que ça pouvait m'apporter? Et est-ce que d'une manière suffisamment, homogène dans mon entreprise, les personnes ont commencé à déléguer leur travail à l'IA? Si j'ai pas ça, Mmh. c'est que si j'ai pas les 2 premiers, je suis en retard, honnêtement, hein. Si j'en arrive au troisième, c'est que je suis à peu près dans les temps de passage des 25 premiers pourcents. Si vous avez pas d'IA dans votre organisation, si vous êtes en il y a plusieurs choses. Déjà, en France, on est terrifié par tous les sujets de conformité. Bah, si vous voulez ne pas être conforme, avoir des risques RGPD et compagnie, sachez que vos collaborateurs, ils utilisent l'IA en shadow AI comme on l'expliquait tout à l'heure. Et donc en fait, c'est là où vous êtes à risque, beaucoup plus qu'en ayant une IA, qu'en ayant acheté de licence finalement. Hem Et si vous en êtes resté au prompting, vous avez 2 ans de retard parce que l'IA qui fait vraiment gagner de la productivité, c'est celle qui bosse à votre place. C'est celle vraiment qui a compris une partie de votre boulot et qui est capable de le faire à votre place. D'accord. Alors jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des cols blancs, évidemment, ceux qui utilisent l'IA, on va dire, au quotidien, le marketing, finance, RH, les dirigeants, et cetera. Mais dans les PME, dans les ETI, tu as aussi des cols bleus, tu as aussi des personnes qui sont sur les lignes de production, dans les usines. Comment ces personnes-là appréhendent ce sujet de l'IA? Parce que je suppose que c'est plus technique et beaucoup plus compliqué d'aller implémenter de l'IA sur une ligne de production industrielle que dans un service comptable, par exemple. Ouais, bah, là, il y a 2 éléments de réponse. Il y a l'élément où en fait on revient aussi à l'IA justement qui est plus lourde, qui est vraiment, tu vois des sujets de maintenance, des sujets d'amélioration, d'optimisation de la production, ce genre de choses, qui sont beaucoup moins des choses que tu vas faire avec, ton assistant IA type, Claude ou ChatGPT, et compagnie quoi. Qui valent là potentiellement le coup de faire appel à des cabinets de conseil ou des ESN et qui sont des projets un peu vraiment encore une fois un peu plus lourds. Moi, ce que je vois quand même, c'est que dans un certain nombre de boulots, même col bleu, il y a maintenant des interactions digitales sur lesquelles tu peux énormément, comment dire? Niveler par le haut ton organisation grâce à l'IA. Tu as des comptes rendus, des superviseurs qui vont faire des comptes rendus plus rapidement.
des agents de maintenance qui vont pouvoir faire aussi leur compte rendu d'intervention beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus fiable, et cetera. Donc en fait, ce qu'il faut aller repérer, encore une fois, c'est sur le terrain. Y a-t-il un usage d'outils digitaux? Et si oui, est-ce qu'il y a des tâches répétitives que je vais pouvoir en partie effectuer grâce à l'IA? Et la réponse, elle est très, très souvent oui. Elle est extrêmement souvent oui. D'accord. On va juste faire un petit, pas de côté, Quentin, si tu veux bien, pour, conclure cet épisode, parce qu'on a beaucoup parlé des entreprises. Évidemment, c'est ton métier, c'est ce qui, nous intéresse, mais, les oubliés de l'IA, on les retrouve aussi dans le grand public. Je pense notamment aux populations, précaires, marginalisées, mais enfin pas uniquement. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec l'IA. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Est-ce que c'est un sujet qui t'anime? Et plus globalement, comment est-ce que selon toi, on devrait davantage démocratiser l'IA au quotidien et surtout faut-il le faire? Ouais, c'est un super sujet, surtout que moi j'ai vraiment mon côté un peu gauchiste justement et égalité des chances et c'est vraiment un sujet qui me fait super peur. En plus, j'ai des petits gamins, et donc derrière ça, pour moi, il y a d'énormes enjeux sociétaux de l'utilisation de l'IA, de la manière dont on va tous utiliser l'IA, la génération qui arrive, tout le monde va utiliser l'IA. La question c'est, est-ce qu'il y en a qui vont apprendre à réfléchir sans et à céder de l'IA ensuite? Est-ce qu'il y en a qui vont, déléguer une partie de leur cerveau à l'IA et ça va être une catastrophe grosso modo? Hem, donc ces sujets, ils se jouent, je pense, un peu moins à mon niveau malheureusement, même si je pense que comme toute personne qui bosse dans l'IA, j'ai mon rôle. Je suis assez inquiet du niveau de connaissance de la classe politique sur ce sujet et aussi des classes politiques locales qui sont celles quand même qui sont proches de nos écoles, qui sont proches des plus précaires, des plus marginalisés justement. Où justement on est sur des dogmes, et tout à fait j'aime non, c'est pas du tout bien de dire dogme parce que c'est des sujets qui me concernent et qui m'inquiètent beaucoup aussi, mais en tout cas qui sont sur des questions un peu de haut niveau du type écologie, du type ce genre de choses, mais qui font qu'en fait potentiellement ces gens il y a les plus précaires qui prennent du retard sur des niveaux plus de compétitivité et d'employabilité et donc je pense qu'il faut et c'est leur boulot, il est compliqué leur boulot aux politiciens, hein, mais va falloir réussir à naviguer dans nos contradictions entre les enjeux écologiques, les enjeux sociétaux et les enjeux d'employabilité et de compétitivité et de vivre parfois avec nos contradictions. Parce que le problème, c'est que, plus on attendra, plus on perdra en employabilité et en compétitivité. On va pas se faire remplacer par l'IA, on va se faire remplacer par les gens qui savent utiliser l'IA. Est-ce que, selon toi, il y a aussi un peu un côté générationnel? Est-ce que les jeunes, par exemple, utilisent, beaucoup mieux l'IA ou ont plus envie d'utiliser l'IA par rapport aux seniors ou aux personnes en fin de carrière? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Je pense que c'est encore une fois, ça revient à l'éducation des gosses. Je pense que c'est très disparate. J'ai quand même ce petit côté boomer en moi qui me fait dire que, le les plus jeunes, l'IA les rend peut-être un peu plus feignants parfois et c'est dommage parce que ça se voit plus quand on n'a pas beaucoup bossé et qu'on a laissé l'IA bosser. Et moi, c'est quand même quelques comportements que je vois à droite à gauche, que j'entends, aussi dans d'autres boîtes, à droite à gauche. C'est-à-dire ce côté: «OK, j'ai filé à bouffer à l'IA, ça m'a sorti un truc et j'ai cru que j'avais fait mon boulot en un quart d'heure et en fait ça a pas rendu un truc nickel du tout, quoi». Ça je pense qu'on l'a tous connu dans nos boîtes respectives et ça, j'ai l'impression que, ce l'IA ne compense pas le manque d'expérience et donc c'est plus difficile quand tu es junior de voir là où l'IA a failli. Mmh. Alors que sur des populations un peu plus âgées, sans parler forcément des plus seniors, mais des gens qui vont avoir entre ouais, au-dessus quand même au-dessus de 40 ans quoi, on va dire de manière générale, tu as une utilisation qui est parfois plus optimale, dans le sens où on va faire bosser l'IA, mais en étant très, très rapidement capable de voir là où elle se trompe et de la corriger. Et donc je trouve que finalement il y a ce niveau entre 28 et 45, 48, 50 ans qui à mon avis bénéficie énormément de l'IA et tu as plutôt, le bas de la pyramide des âges et le haut de la pyramide des âges qui lui pour différentes raisons a différentes difficultés, intrinsèques à et par exemple j'ai beaucoup de conversations parce qu'on a pas mal de clients dans les cabinets d'avocats. Typiquement la formation des juniors avec à l'ère de l'IA est un enjeu absolument clé, dans ces métiers-là parce que, ben,
faut quand même apprendre à réfléchir droit avant, de faire bosser une IA sur du droit. Si tu sais pas le faire toi-même, tu vas être beaucoup moins performant en tant qu'avocat et en tant qu'avocat plus senior à terme. OK, parfait, très bien. Bah, merci beaucoup Quentin. Alors on arrive bientôt à la fin de notre épisode. Avant de conclure, je voudrais, te proposer de participer à un petit exercice très concret. Si nos auditeurs ne devaient retenir que 3 choses de notre échange, qu'est-ce qui leur serait vraiment utile dès demain? Je veux du concret, hein, pas de théorie, pas d'autopromo, des idées clés, des conseils pratiques, des décisions à prendre, ce qui peut changer leur manière de travailler, de décider ou d'aborder l'IA. 3 conseils, je t'écoute. Le premier conseil, c'est, de réfléchir petit, sur l'IA et finalement de se lancer. C'est-à-dire de déployer une IA, sur potentiellement une petite équipe, un petit périmètre, uniquement le codir, ce genre de choses, mais en tout cas, heu, sans tout de suite s'imaginer que ça va devenir un projet plus gros que l'entreprise. Oui, il y a des questions de souveraineté, il y a des questions de RGPD, il y a des questions de sécurité potentiellement qu'il va falloir tacler. Maintenant, la réalité, en fait, c'est que, si vous démarrez sur une petite fraction de votre organisation pour commencer à sentir le truc, vous pourrez changer demain sans aucun problème. En plus, maintenant, il y a une certaine portabilité entre les solutions. Donc non, ne faites pas le premier pas, le chemin vers un projet dont vous allez perdre le contrôle parce que c'est pas vrai. C'est pas ce qui se passe quand on lance l'IA. Ça, c'est le 1er point. C'est vraiment, commencer demain et commencer petit. Ça vous servira. Ne commencez pas à faire des grandes études de conformité et de RGPD et compagnie, sans avoir compris ce qu'était l'IA dans votre quotidien. Heu, Parfait, donc premier conseil. Le deuxième. ça c'est le 1er conseil. Le deuxième, c'est, regarder, la productivité du quotidien, penser productivité du quotidien. En gros, donc décomposez votre boulot, décomposez celui de vos équipes et regardez ce qui est, délégable à l'IA. C'est la manière la plus héroïste, la plus facile, la plus rapide de déployer de l'IA, avec des contraintes extrêmement légères. Extrêmement légères. Moi, je compare tout le temps à Excel, mais parce que c'est vraiment pas plus compliqué que de se lancer sur Excel. Ça c'est mon enjeu, c'est peut-être le plus gros enjeu, je pense, Mmh. celui-là, parce qu'en fait, il est terriblement simple, il est, vraiment facile à mettre en place, et c'est la meilleure manière de mettre le pied à l'étrier avec l'IA. C'est, d'aller identifier des petits cas d'usage terrain ultra simples, hein, encore une fois. Parfois, c'est vraiment, encore le petit reporting, du lundi matin, quoi, hein. Ça va pas beaucoup plus loin que ça, c'est même parfois encore plus petit que OK. ça. Et le dernier? Et si je devais donner un 3e, ce serait, une fois que vous avez passé cette étape-là, pensez toujours rythme et gouvernance. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, en fait, l'IA, c'est de l'amélioration continue. Nous, d'ailleurs, Team Starter, je l'ai pas dit, mais on vient de l'amélioration continue. Et je pense que l'enjeu, c'est pas parce qu'on a déployé l'IA et qu'on a repéré des premiers cas d'usage que ça s'arrête. C'est le moment où ça démarre. Et en fait, l'IA évolue tellement vite et il y a tellement de cas d'usage qu'en fait, ces choses-là, il faut les répéter très fréquemment. Nous, avec nos clients, par exemple, on fait tous les 3 mois. Et ça sera peut-être amené à évoluer de manière plus ou moins rapide, en fonction de nos clients. Mais il faut ritualiser, l'amélioration continue avec l'IA dans votre organisation. Et quand je dis ça, ça peut paraître compliqué, mais c'est vraiment, payer les pizzas, faites, 1 déj par trimestre sur lequel vous vous mettez d'accord sur des tâches à réaliser et chacun en prend quelques-unes, quoi. Parfait. Eh ben super, bah, merci beaucoup. Alors à la fin de chaque épisode, l'invité du jour répond à une question posée par l'invité précédent. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Alors, en attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle de Guillaume Dumas, qui est professeur agrégé en psychiatrie computationnelle à l'Université de Montréal. On écoute sa question. Quelle est la dernière fois où tu as délibérément choisi de ne pas utiliser de l'IA alors que tu aurais pu le faire? C'était quand ça? Parce qu'évidemment, je l'ai pas préparé du tout cette question. Hem, si, si, j'ai reçu je suis un peu business angel à mes, heures perdues et j'ai reçu un dossier d'investissement, ce week-end. Mhm. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire bouffer les dossiers d'investissement par l'IA, pour que ça me régurgite, quelque chose de pré-mâché, voilà. Et là, j'étais dans le train, sans enfant, sans personne et je me suis dit: «Bah non, tiens, tu vas te le lire en entier, tu vas prendre le temps de le regarder et de le comprendre par toi-même». Qui était autant une manière de m'occuper que, de justement de me forcer un peu à réfléchir par moi-même. Je pourrais pas exactement t'expliquer pourquoi j'ai décidé ça, mais je me suis sciemment dit: «Tu ne vas pas le donner à l'IA, tu vas le faire toi-même». Parfait.
Eh ben écoute, merci beaucoup. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Alors je connais pas le prochain invité, donc je vais être assez large. Moi, j'ai un gros truc sur la génération qui arrive, comme tu l'as compris et j'ai envie de dire, quelles sont tes inquiétudes ou les opportunités que tu vois, avec l'IA pour, la génération de nos enfants? Parfait. Eh ben, c'est très clair. Merci beaucoup de ta participation. Quentin, je rappelle que tu travailles avec Team Starter sur l'implémentation et l'accompagnement en matière d'IA. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Et merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.